La télémédecine, je pense que vraiment c'est une solution qui a été mise en place pour vraiment parer au plus pressé. La télémédecine, non, franchement, c'est du business et ça peut pas être de la médecine, c'est pas vrai. Bonjour MyCity, je suis Philippe Guérel, médecin généraliste retraité du Creusot, marié. Je suis en retraite depuis fin 2023. J'ai choisi d'être médecin, je pense que c'est un peu le hasard en fait. J'étais en filière scientifique en terminale, j'avais pas les moyens de continuer dans cette filière-là et donc la médecine m'offrait une possibilité de continuer mes études. Comment je vois l'avenir du métier de médecin? Je pense qu'il sera pas comme je l'ai pratiqué, ça c'est sûr et certain, pour des raisons de progrès technologique. L'intelligence artificielle, ça va complètement bouleverser la médecine, ça c'est clair. Et puis parce que la mentalité des jeunes médecins n'est plus celle que je pouvais avoir dans le rapport au travail, dans la préservation de la vie de famille, etc. Donc tout ça, ça va complètement évoluer, effectivement, oui. Selon moi, ce qu'il faut à un bon médecin, alors je dirais deux choses. Un médecin qui examine bien son patient et qui l'interroge bien. Et puis deux, un médecin qui a de la chance. Le bon médecin, c'est celui qui arrive au bon moment pour faire le diagnostic. Alors, il y a de moins en moins de médecins généralistes. Alors, il y a eu le phénomène numerus clausus, incontestable, alors, le numerus clausus, c'était une limitation de l'accès à la deuxième année de médecine qui limitait le nombre de médecins. Il y a moins de médecins généralistes parce que, en fait, il y a une grosse féminisation de la profession qui fait que les femmes ont tendance à plutôt choisir des filières de médecine de salariés, et puis parce que les conditions de travail correspondent plus dans une société où la semaine hebdomadaire de travail est 35 heures, des médecins à 70 heures, ça intéresse plus tellement les jeunes et on les comprend. Alors la médecine dans le futur, comment je l'imagine? Il y aura certainement une grosse part d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tout ce qui est même diagnostic, il est probable que les médecins se fassent aider de l'intelligence artificielle pour avoir plus d'hypothèses en tête qu'ils ne pourront en avoir eux-mêmes tout seuls. Mais je pense qu'il faut quand même une relation humaine avec un médecin généraliste qui écoute son patient et qui, parfois par l'expérience, l'instinct, pourra peut-être plus facilement avancer dans le diagnostic. Alors, il y a ce qu'on appelle la clinique en médecine, c'est-à-dire l'examen du malade, les symptômes qui sont liés à l'observation, à l'auscultation du malade. Ça, je pense que ça peut relever que du médecin ou d'une infirmière qui a été formée sur ça, ce qu'on appelle, nous, en termes un peu techniques, la sémiologie, c'est-à-dire la science des signes. Et c'est ces signes-là qui nous permettent de faire un diagnostic ou tout au moins d'orienter les examens complémentaires. Donc, même si on a une intelligence artificielle, il faut qu'on puisse donner à l'intelligence artificielle ces fameux signes cliniques qui va lui permettre, elle, de pousser le diagnostic. Mais il y aura toujours une phase qu'on appelle clinique, indispensable, et qui, ça, pour le coup, relève de l'expérience du médecin et de son observation, ou d'une infirmière éventuellement. Je pense que je suis un bon sémiologue au bout de 35 ans, donc il faut quand même de l'expérience quand même. Pour la télémédecine, je pense que vraiment c'est une solution qui a été mise en place pour vraiment parer au plus pressé, mais c'est la télémédecine, non, franchement, c'est du business et ça peut pas être de la médecine, c'est pas vrai. Que si c'est une consultation qui ne correspond qu'à un renouvellement de médicaments, la télémédecine est utile, parce que ça dépanne les gens, mais d'accord. Mais souvent, ce qu'on oublie souvent, c'est que un patient qui vient pour un renouvellement de médicaments, il ne vient pas que pour ça. Il nous raconte d'autres choses derrière. C'est-à-dire qu'il nous parle d'un symptôme qui est apparu entre la dernière consultation. Ça nous permet d'avancer parfois dans des diagnostics, quelque chose dont il nous avait parlé la dernière fois, dont il nous reparle encore une fois. Attends, un médecin de santé, je suis resté 3 ans. Alors, c'est un autre fonctionnement, parce qu'avant, moi, je fonctionnais en association avec un confrère, mais il n'y avait pas il y avait une secrétaire, c'est tout. Il n'y avait pas d'infirmière, il n'y avait pas comment on appelle ça, de consultation prévention. Donc, je pense que c'est un bon mode de fonctionnement avec un médecin qui est là pour on va dire, les cas un peu urgents ou semi-urgents et un peu difficiles. Et puis, un travail de prévention qui est fait par l'infirmière elle-même, qui a plus de temps pour conseiller les patients et répéter des messages que nous, parfois, c'est bon, on n'avait pas le temps d'exprimer. Quelque chose de plus fou et de triste en même temps, c'est malheureusement, peu de temps avant ma retraite, on va dire, c'est un patient qui a malheureusement caché une tumeur cancéreuse, qui était arrivé à un stade mais vraiment spectaculaire et presque une tumeur historique, quoi, quelque chose que j'avais jamais vu, et qui malheureusement a perdu
perdu les chances de s'en sortir parce qu'il a caché cette maladie. Alors, soit c'était du déni, je pense que c'est plus ça, il a peut-être du déni, ou alors la peur de rentrer dans un système d'examen, etc., et de traitement. Et j'ai calculé il n'y a pas longtemps, il y a donc Alexandre, il doit y avoir 5-6, hein, pas plus. Creusot, même en comptant Le Breuil et Saint-Cernin. Le Breuil et Saint-Cernin, ça fait 3. Alexandre, Madame Sagardeuil qui va partir, Madame Viard, elle va partir, Colin, Tocquenot. Donc ça fait 8 sur l'ensemble du secteur. Moi, quand je me suis installé, il y avait 3 médecins à Monceny, 2 médecins à Marmagne, un médecin à Saint-Cernin, 2 médecins au Breuil, 2 médecins à Torcy. Ça faisait déjà 10, rien que dans l'agglomération. Et au Creusot, il devait y en avoir une quinzaine, donc entre 25 et 30. Des solutions contre le désert médical. Moi, je pensais qu'il y aurait pu y avoir une espèce de contrat qui aurait été signé entre la région Bourgogne-Franche-Comté et les facultés de médecine de Dijon et Besançon, en disant la région finance ou tout au moins investit et soutient financièrement l'installation de médecins généralistes, mais contre une installation qui durerait 5 ans sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Ça aurait permis aux gens de la faculté, les étudiants bourguignons ou franc-comtois, de s'installer dans la région, et en même temps à la population de la région de profiter des étudiants qui étaient issus de ces 2 facultés. Le salaire, on va dire, net d'un médecin, en fonction de ses heures de travail, puisque c'est lié quand même à son activité, ça peut aller de 5 000 à 7 000 euros par mois. Voilà, médecin généraliste. Et 5 000 euros maintenant, c'est presque le prix, c'est par exemple le salaire probablement des gens qui travaillent à la maison départementale de santé. Donc, pour modalité, c'est 35 heures, il a 5 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup pour un jeune médecin de s'installer, d'avoir des frais de secrétaire, de travailler 60 heures pour gagner aussi 5 000 euros, tu vois? C'est des trucs comme ça. C'est plus aussi attractif que ça a été. Le niveau de vie du médecin était vraiment, voilà, ça payait bien, quoi. Maintenant, c'est fini, tout ça. Je pense, oui, que les patients ont changé avec le temps pour 2 raisons. Il y a eu un phénomène dans les années 90 qui est venu des États-Unis, qui est la judiciarisation de la relation entre le médecin et le patient. Et puis le deuxième phénomène, c'est que malheureusement, les gens, pas tous, hein, heureusement, mais les gens ont pris un peu la médecine comme un service quelconque, c'est-à-dire on allait voir le médecin comme on allait à Carrefour Market ou chez le coiffeur. Voilà. Le médicament que j'ai vraiment le plus prescrit, c'est le paracétamol. Comment j'ai vécu le Covid? Personnellement, moi, j'ai pas été. Je vais peut-être dire quelque chose de très très bizarre, mais j'ai apprécié l'absence de bruit quand j'allais au boulot, parce que moi, j'avais la permission d'aller au boulot, mais les gens étaient à l'époque confinés. Presque un moment oui, de bonheur quand j'allais au travail et que c'était silencieux dans les rues, que j'entendais rien du tout, sauf les oiseaux. Les gens avaient peur, donc ils étaient restés chez eux. Donc on voyait beaucoup moins de monde au cabinet, donc on faisait beaucoup de téléconsultations, donc je m'ennuyais quand même pas mal. Quel est ton rappeur préféré ou celui que tu as beaucoup écouté quand tu étais jeune? Ah ouais, mon rappeur préféré, je suis désolé, j'aime beaucoup la musique, mais s'il y a une musique que je n'apprécie pas vraiment, c'est le rap. Voilà, je peux pas être plus franc. Tout le reste, hein, mais tout le reste, on peut me faire écouter tout, mais sauf ça. Alors, en fait, ça se passe très très bien. Je suis content d'y être, oui, vraiment, ouais, je suis très très content. Pas de contraintes, c'est la liberté totale. J'occupe mon temps de simplement rattraper tout ce que j'ai pas pu faire pendant ma carrière professionnelle. Et effectivement, quand on fait 70 heures par semaine, ben, il n'y a plus beaucoup de temps. Le peu de temps qui reste, ben, on le consacre à sa famille, donc d'abord à ses enfants quand ils sont petits, aux loisirs, etc. Donc, on s'occupe pas trop de soi finalement. Donc maintenant, le temps, il est consacré un peu à ce que j'ai pas pu faire, voilà, précédemment.